vous avez dit étrange. De quoi parle-t-on quand on évoque l'étrangeté d'une observation de vie? Alors, tout le monde emploie le terme, certains prétendent même pouvoir la mesurer ou l'estimer comme on repère une température, soit. Mais j'ai un réflexe classique des gens des sciences humaines. J'aime bien définir ce dont on parle. Et définir en français, c'est d'abord consulter un dictionnaire, si possible la Rolls-Royce des dictionnaires, à savoir le Littré. Alors voilà, ce Littré. Étrangeté, caractère de ce qui est étrange. On passe à la diapo suivante. Qu'est-ce que c'est que étrange? Étrange, nous dit Littré, le mot a d'abord signifié étranger. Étranger, c'est-à-dire, c'est dans la chanson de Roland, on le trouve, ça vient du latin extraneus, de extra, c'est-à-dire hors, dehors. L'étrangeté, c'est donc la qualité de ce qui vient du dehors, qui n'est pas de chez nous. Et le terme a évolué au cours des siècles. Est étrange ce qui est hors des conditions des apparences communes. Littré donne plusieurs exemples. Des sens dérivés comme trouver fort étrange, trouver surprenant et blâmable. Et précise que l'adjectif peut même désigner des personnes. Et c'est au cours des XVIe, XVIIe siècles que l'on arrive au sens affaibli ou dérivé, qui veut dire hors des conditions des apparences communes. Pour le Larousse, c'est plus simple, qui frappe par son caractère singulier, insolite, surprenant. Et là, tiens, au bizarre, on a d'étranges phénomènes. Donc, l'étrangeté, en matière de vie, peut signifier au minimum ce qui empêche de reconnaître comme tel un phénomène qui devrait être banal, mais qui se présente sous un angle insolite. Alors, ça sera l'explication favorite des zététiques. Et puis, c'est une exception très récente en ufologie. Lorsque les premiers ufologues ont parlé d'étrangeté, ils résumaient d'un mot les comportements ou les caractéristiques qui pouvaient être des indices d'une origine d'abord non américaine, puis non humaine, des phénomènes observés. Or, ces indices ont évolué au cours du temps. Alors, nous allons revenir aux origines, nous aussi. Nous allons revenir aux origines, c'est-à-dire en 1947. Après la vague de fusées fantômes de 1946 en Scandinavie et les premières observations qu'on appelle classiques aux États-Unis,
et le couac de Roswell. Alors je parle de couac parce que annoncer qu'on a un disque volant et le lendemain, ah ben non, c'était juste un ballon sonde, ça leur fout mal quand même en Amérique. Et là, on a donc du 5 septembre 1947 une lettre du général Schögen, assistant remplaçant du chef d'état-major des forces aériennes, qui répond au directeur du FBI. C'est le... ce que vous avez ici. Et il répond au directeur du FBI, je traduis. Écoutez, ça ne vient pas de chez nous. Voilà, en réponse à la requête verbale de votre monsieur Reynolds, un tour d'horizon complet des activités de recherche nous informe que l'armée de l'air n'a aucun projet ayant des caractéristiques semblables à celles qui sont attribuées au disque volant. Alors on continue de feuilleter les documents déclassifiés de la période 46-52. Et là on a un mémo du 22 août 46, mais qui se réfère à un document du 1er août 48. Il y a donc forcément une erreur quelque part dans les dates. Il s'agit du document que vous voyez de ce côté. Et qui suggère que la vague scandinave qui vient d'aller le centre d'essai des nazis, l'étrangeté renvoie à ce moment-là à l'adversaire potentiel. On est au début de la guerre froide. Et on continue en 1949 le rapport du renseignement aérien. Alors, je ne vais pas vous lire les numéros en anglais. 100, 203, 79 fait état de 210 observations de témoins qualifiés, officiers de l'Air Force, personnel de la météo, pilotes civils expérimentés, techniciens de l'aéronautique, et propose 2 explications. 1. Les objets sont des appareils domestiques, ça veut dire américains. Et si oui, leur identification ou origine peut être établie par un suivi de tous les décollages d'objets aéroportés. Ce qui est déjà un sacré boulot. Parce que tous les objets aéroportés, c'est non seulement les avions militaires, les avions de ligne, mais en plus tous les petits avions civils, y compris ceux qui vont faire de l'épandage sur les champs. C'est énorme. Mais il propose une explication par les avions de type, alors les avions américains ou ceux qu'ils ont récupérés chez les Allemands, c'est-à-dire l'aile volante de Northrop, qu'on retrouve dans une des BD des Harpe Jacobs. Qu'est-ce que j'y vois rien là-dessus, malgré la petite lampe. Donc il nous dit qu'il pourrait être responsable, les ailes volantes, d'une partie des objets volants rapportés, en particulier ceux décrits comme disques,
ou en forme approximative de cigare. Ben oui, comme disent qu'il y a un prototype à l'époque qui d'ailleurs ne fera pas des étincelles. D'autre part, l'autre hypothèse, il semblerait logique de considérer qu'ils sont d'origine soviétique. Les soviétiques possédant des informations sur un certain nombre d'avions allemands de type aile volante, tels que le Gotha P-60A, le Junkers EF-130, un bombardier à longue portée à vitesse réduite, et le chasseur biréacteur Horton 229 que vous voyez ici. Et les enquêtes qui sont demandées dans le cadre des projets bien connus, signe Grudge et Blue Book, vont dans ce sens. Très vite pourtant, après quelques années, aussi bien d'observation que d'espionnage efficace, va se poser l'angoissante question: si c'est pas nous, si c'est pas eux, alors c'est qui? Ou quoi? Et l'enquête échappe partiellement à l'armée, avec l'intervention d'un certain nombre de journalistes, comme Donald Keough, qui publie en 1950 The Flying Saucers Are Real. Les soucoupes volantes, les soucoupes volantes existent. Donc voilà le début, voilà ce qui mène à l'hypothèse extraterrestre. Performance impossible au prototype américain, plus performance impossible au prototype russe, égale extraterrestre. Et tout ce qui va... à ce moment-là, l'armée américaine oscille entre déclarations systématiquement rassurantes vis-à-vis du public, circuler, rien à voir, et des communiqués de presse comme celui du 30 décembre 1949, il n'est pas possible d'affirmer avec certitude que certaines personnes n'ont pas vu un vaisseau spatial, un missile ennemi ou quelque autre objet. Bref, on n'en sait rien, mais ce qui veut dire que l'hypothèse extraterrestre est déjà fortement envisagée 2 ans après l'observation d'Arnold. Et dès lors, l'étrangeté va signifier performance impossible avec la technologie de pointe en aéronautique, qu'elle soit américaine ou russe, ou des autres pays industrialisés. Et donc, il faut éliminer les méprises dues à l'ignorance du témoin, comme des conditions météo inhabituelles. Les cas irréductibles sont analysés au travers de cette grille. Virage angle droit, vol stationnaire, accélération qui tuerait un pilote humain. En janvier 50, Keough conclut dans un article pour True Magazine: la Terre a été périodiquement observée par des visiteurs d'une autre planète. Cette surveillance s'est accrue de façon notable
son livre. Donc l'évaluation de l'étrangeté d'une observation relève de connaissances en ingénierie, mais au point que seront repoussés systématiquement, vraiment systématiquement comme délit ou canular, les témoignages qui ne peuvent pas être ramenés à cette grille. À partir de 1954 et de la vague franco-italienne, on ne peut plus étudier les observations, on ne peut pas éluder, voulais-je dire, les observations humanoïdes. Mais elles ne font que renforcer l'hypothèse extraterrestre. Simplement, le registre de l'étrangeté va s'élargir. En plus des performances technologiques, on va prendre en compte les anomalies biologiques. Anomalies biologiques, c'est-à-dire taille des créatures, chevelure ou absence de chevelure, nombre de doigts, etc. Et tout continue qu'un cas, c'est là où se créent les premières commissions d'enquête privées, les services de renseignement ouvrent des dossiers dont ils se gardent bien de publier le contenu, les témoignages s'accumulent, le basculement réel aura lieu à la fin des années 1960. Quand on prendra conscience d'une évidence peu rassurante, ça fait 20 ans que les militaires, les agences de renseignement, ça fait 20 ans que l'on recueille des histoires d'OVNI et on ne sait toujours rien au bout de 20 ans. Enfin, rien ou quasiment. Alors on soupçonne bien que certains en savent plus que d'autres, mais s'il s'agissait de prototypes terrestres, ça fait belle lurette que les agences de renseignement, militaires ou non, l'auraient su. Donc, on fait exit l'étrangeté purement terrestre. En gros, exit les prototypes des rivaux de la guerre froide. Mais donc, à partir de là, les hypothèses vont se multiplier et le concept d'étrangeté ufologique va se préciser. Pour reprendre la classification qu'élabore alors Hynek, les lumières nocturnes, les disques diurnes, sans parler des radars visuels, qui avaient retenu l'attention des militaires pendant les années 46-52 à cause de leur performance de vitesse et de maniabilité, ces trois catégories glissent du côté du banal au profit des rencontres rapprochées et avec ou sans humanoïdes que les militaires rejetaient autrefois comme pure dinguerie, imagination, canular dans le meilleur des cas. Et là, c'est le moment où a lieu la révélation de l'enlèvement de Betty et Barney Hill. Et ça n'a pas été facile pour les associations ufologiques et les groupes de recherche officiels d'accepter cette histoire. Mais voilà, on est bien obligé parce que il va y avoir l'entrée en jeu ensuite des mutilations animales. Il
plus étrange. Étrange au sens que ça ne ressemble vraiment à rien de connu. Et là, on va avoir aussi la relecture de certains épisodes bibliques, de vieilles chroniques, de la littérature de colportage, et la thématique des anciens astronautes commence à sortir du bois. Et là, la problématique de l'étrangeté devient de plus en plus complexe. On peut même se demander à ce moment-là, parce que l'analyse des témoignages va échapper aux ingénieurs de l'aéronautique, militaires ou civils, pour intéresser des physiciens, des psychologues, les historiens des religions, les spécialistes du folklore, et finalement exiger un ensemble transdisciplinaire. Enfin, tout au moins quand les gens ayant un poste universitaire daignent s'intéresser à la chose. Et on peut se demander dès ce moment-là si le sigle OVNI, objet volant non identifié, qui correspond à une préoccupation militaire d'identification des aéronefs et des missiles d'ailleurs, c'est-à-dire de distinction de l'ami et de l'ennemi, si ce sigle possède encore un sens. Il devient de plus en plus un synonyme de vaisseau extraterrestre ou alors un mot valise pour désigner tout phénomène inconnu, voire même l'étrangeté en soi. Et c'est là où on va commencer d'avoir Voilà ce qu'on trouve maintenant un peu partout, des catalogues d'OVNI. Alors les ronds, les triangulaires, les toupies, les cylindres, ceux qui ressemblent, ceux qui ont une queue et ceux qui n'en ont pas, ceux qui semblent sphériques et ceux qui semblent autre chose. Bref. Alors, sans parler évidemment des catalogues d'humanoïdes. Là, je vous la fais courte. Simplement, dans ces catalogues, je trouve que ça rappelle le bon vieux catalogue des armes et cycles de Saint-Étienne, pour ceux qui ont mon âge et qui ont connu la bête. Avec les races d'extraterrestres, et là, comme je dis, je vous la fais courte, Bertrand Meust les comparait à la gigantomachie de la mythologie grecque. Je lui ai dit, oui, mais tu vois, ça, c'est la gigantomachie du pauvre. Parce qu'en fait, c'est un imaginaire qui tente d'apprivoiser l'inconnu, mais qui n'ose pas aller aussi loin qu'une véritable mythologie. J'y reviendrai. Dans le même temps où s'élabore sur Internet ce Disneyland de la soucoupe, se multiplient aussi les approches théoriques qui doivent prendre en compte tous les aspects du phénomène, tels que le décrivent les témoins, une fois éliminées les méprises, donc les fausses étrangetés, ou ce que j'appellerais les étrangetés purement subjectives, qui peuvent provenir de l'ignorance de phénomènes rares, mais naturels. Je vous en donne quelques exemples ici, où vous avez
En haut, le rayon vert. Ça, c'est tout simplement un coucher de soleil avec des nuages. Mais avouez que quand on voit ça et qu'on ne voit pas de paysage autour, on peut quand même se demander qu'est-ce que c'est que cet engin. Dans les phénomènes naturels rares, on a aussi ce genre de choses. Et puis là, je n'ai pas résisté. Non, ça n'est pas de l'eau, c'est de la lave. Mais c'est trop beau. Alors, le 29 avril 1952, dans une lettre de l'US Air Force, on lit cette définition. Objet volant non identifié tel que défini dans cette lettre concerne tout objet aéroporté qui, par son comportement, ses caractéristiques aérodynamiques ou des caractéristiques inhabituelles, ne se conforme à aucun type actuellement connu d'avion ou de missile. Ça peut s'appliquer à des prototypes russes, aussi bien qu'à des vaisseaux spatiaux venus du fond du cosmos. Mais en tout état de cause, ça exclut tout ce qui n'est pas un objet aéroporté. Seulement, on va quand même avoir le guide des pompiers, qui est l'ouvrage officiel présent dans toutes les casernes de pompiers des États-Unis, qui parle en 1993 de panne de courant à l'échelle d'une ville, d'un État ou de plusieurs, provoquée par des ovnis. Avec comme exemple la grande panne du 9 novembre 1965, qui débute en Pennsylvanie, lors de laquelle plusieurs témoins ont vu une boule rouge au-dessus des lignes des apparitions religieuses en les détachant de leur contexte, en particulier de la théologie qui les accompagne. On interprétera des tableaux de maître ou des gravures de colportage. Et là, en particulier, ceux qui connaissent bien cette thématique vont s'apercevoir qu'il y a un intrus. Parce que ça, l'espèce de boule entre le père et le fils, surmontée de la colombe du Saint-Esprit, admettons qu'on puisse en faire une soucoupe. Ça déjà, c'est tout à fait autre chose, parce qu'on voit très bien qu'on a le soleil, et ça, c'est la représentation assez habituelle à l'époque des comètes. Donc, très suspect. Ça, alors, effectivement, c'est du Moyen-Âge, et on dirait qu'il y a une montgolfière. Oui, sauf que ce qu'on peint comme ça à l'époque, c'est encore le soleil. Alors là, effectivement, est-ce que ce sont des ovnis? Est-ce que ce sont des sexes féminins? Est-ce que ce sont des toiles de tente? Ils n'ont pas laissé de mode d'emploi, nos ancêtres. Alors, celui-là, c'est ma petite découverte chérie. C'est un tableau qui est au Louvre. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, tiens, j'ai oublié de scoopiser celui-là. Et si vous... alors, malheureusement, j'ai un disque dur externe qui est
explosé au plein vol il y a quelque temps, sur lequel j'avais le grossissement que je n'ai pas réussi à faire cette fois-ci. Toute cette partie qui ressemble à un si bel ovni, c'est en fait toute la mythologie qu'on retrouve chez Dante, des 7 cieux emboîtés les uns dans les autres, et ça représente tout simplement l'ascension du Christ, le reste étant toute sa vie terrestre, son ascension au travers des 7 cieux. Et si on regarde bien, ce qui a l'air d'être des petites lignes, des petites courbes, ce sont en fait des rondes d'anges. Le gars, il a dû peindre ça avec une loupe, parce que la toile n'est pas très grande, mais quand on agrandit, eh ben on voit très bien que ce n'est pas une ovni. Donc, il y a aussi, dans la partie théorique de l'ufologie, des formes d'étrangeté subjectives. Après, on va aussi ramener aux histoires d'ovnis les agroglyphes. Alors là, je ne résiste pas à vous en donner à mon tour un catalogue. Mais simplement, on va multiplier les hypothèses sur l'origine du phénomène ovni, sans voir qu'on a peut-être regroupé des phénomènes différents sous une même étiquette. Phénomène, c'est en grec ce qui se donne à voir. Mais est-ce que c'est la même chose qui se donne à voir sous les traits de la Vierge Marie, de fées, d'humanoïdes, de chupacabra ou d'objets plus ou moins lumineux dans le ciel? Faut-il se baser sur la phénoménologie des apparitions